extrêmement pertinentes qui me rend assez nostalgique. Il faut savoir que Style Living, c'est la toute première mission du cabinet. Alors, à l'époque, j'ai été recommandé par mon ancien boss et également mon frère qui est l'ami du propriétaire de cette boîte BTP. Donc, il faut savoir qu'on n'avait jamais fait de restructuration ni d'audit. Et donc, on est vraiment parti avec une documentation théorique. Et donc, on a pu proposer un plan de restructuration sur 1 an, mais dont le cœur était la digitalisation. Et donc, c'est sur cette base que nous avons accepté de prendre cette mission avec l'entreprise qui s'appelait à l'époque Style Living. Alors, qui était Style Living? Donc, Style Living, c'était une entreprise de BTP qui était pionnière dans ce qu'on appelle le gros et le second œuvre. Donc, il faut savoir que quand on construit un bâtiment, donc il y a 2 gros aspects, 2 gros corps d'œuvre. Donc, il y a le gros œuvre, donc qui constitue juste le squelette de l'immeuble, et le second œuvre qui constitue tout ce qui est finition, tout ce qui est boiserie, tout ce qui est peinture, tout ce qui est carrelage, tout ce qui est sanitaire, etc. Et donc, c'était la seule entreprise qui proposait non seulement de fournir, en tout cas au Sénégal, l'une des premières, de fournir non seulement votre bâtiment, le squelette, et également de vous intégrer l'ensemble des secondes œuvres. Et donc, en 2012, ils ont lancé officiellement au Sénégal. Et cette innovation en termes d'exécution de projets leur a permis d'être très connus et de gagner pas mal de projets avec l'État et avec des privés. Aujourd'hui, je peux citer des clients comme la CSE, Emirates, la Cour des comptes qu'ils ont eu à gagner. Ils ont également fait MatForce à l'époque sur la VDM, c'est eux qui ont refait le second œuvre, et je pourrais en citer une vingtaine d'exemples comme ça. Et donc, au fil des années, ils ont cru en termes de chiffre d'affaires et ils ont atteint plus de 10 chiffres de chiffre d'affaires par an en 2016. Et donc, après 4 ans d'activité, donc le problème de management qui était lié à une direction qui n'avait pas forcément fait des études ou qui n'avait pas les capacités, l'expertise managériale pour développer ce genre d'activité. Donc, on a senti un frein. Donc l'activité ne pouvait plus avancer malgré les projets qui étaient en cours. Si je me rappelle, on était à 11 projets très importants, donc pour lesquels depuis 2016, de 2016 à 2018, au moment où ils nous ont confié ce projet, ils n'arrivaient pas du tout à avancer. Donc malgré les investissements qui étaient faits, malgré difficultés, en tout cas les efforts de la direction, il n'y avait pas un seul de ces projets qui avançait. Alors, il ne s'agissait pas seulement de solutions IT. Effectivement, dans l'article qui a été publié dans le cadre justement de cette mission, effectivement, nous précisions qu'il s'agissait d'articles de solutions IT, mais en réalité, il ne s'agissait pas que de ça, même si le cœur des solutions, effectivement, tourne autour du digital. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est une norme. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'activité, de management, d'exécution d'une activité sans y intégrer de IT ou de digital. Et donc le fait de préciser qu'il s'agit de solutions IT ou de solutions digitales est un pléonasme dans le monde actuel où on est en 2023. Et donc la première chose qu'on a faite en posant nos bagages, je pense qu'on a démarré en janvier 2019, la première chose qu'on a faite, c'est de faire un diagnostic. Le diagnostic, l'état des lieux nous a permis de voir à peu près en profondeur pour chaque département l'état des lieux. Donc on a identifié un gros problème de centralisation des décideurs. Donc je me rappelle, le directeur, chaque 2 minutes, il recevait l'appel d'un maçon qui lui demandait est-ce qu'on pourrait acheter tel vis ou tel, alors que normalement le gars a une équipe d'ingénieurs derrière, et donc il y avait un gros problème de centralisation des décideurs, des décisions, lié naturellement à un problème de compétences. Il n'y avait pas forcément la personne qu'il fallait au poste qui lui sied. Également, on avait de gros problèmes de suivi et de gestion de la comptabilité. Et donc, elle était presque inexistante. Donc, quand on arrivait, il y avait un gros trou les 6 précédents mois de la gestion comptable.
Et donc également, il y avait un manque d'organigramme, de politique des ressources humaines, de culture générale d'entreprise, pour ne citer que cela. Alors très bien, donc nous avons procédé par département de l'organisation. Alors nous avons commencé par la comptabilité, on savait que c'était le nerf de la guerre. On voyait qu'il y avait eu beaucoup d'investissements les 2 dernières années de blocage, mais en réalité on n'avait pas de résultats sur le terrain en termes de gestion de projet. Donc on a intégré un SysCorda, une comptabilité aux normes. On a également intégré des aspects de gestion budgétaire, savoir chaque franc CFA, où est-ce que c'était adressé. On s'est vite rendu compte, en fait, il y avait un problème de priorisation du budget. C'était lié à un management en silo où la comptabilité et la finance ne travaillaient jamais avec les chefs de projet BTP. Et donc l'idée c'était de les mettre ensemble pour qu'ils travaillent ensemble autour d'un atelier qui s'appelle la gestion budgétaire. C'était une fois par semaine et l'idée c'était simple, très simple, avec une approche très logique. Il y a des projets où si tu mets 100 francs CFA, ça te rapporte 10 000. Et d'autres où tu mets 10 000, ça va te rapporter que 100 francs. Donc la logique, c'est qu'on mette 100 francs et qu'on retrouve nos 10 000 francs qui vont nous permettre de tourner sur plusieurs autres projets. Et donc cette approche extrêmement simple nous a conduit à réduire notre BFR parce que la plupart des clients étaient du public et leur BFR était assez important. Je pense par exemple au port autonome de Dakar où les décaissements venaient 3 ou 4 mois en retard. Donc sur les aspects comptables, voici un peu ce qu'on a pu apporter et les résultats vont se voir sur les aspects de gestion de projet, je vais y revenir. Donc dans un second lieu, et ce qui est un aspect annexe à la comptabilité, c'est la gestion des dettes et des créances. Et donc Style Living était une entreprise extrêmement endettée, et donc à cause notamment de ce BFR qui était important. Et donc ce qu'on a pu faire, c'est identifier de manière très concrète l'ensemble de nos dettes et de prévoir un planning de remboursement qu'on a entendu avec les fournisseurs, qu'on a entendu avec les banques, qu'on a entendu avec les différentes parties prenantes, avec les partenaires également, et nous a aidé à mieux avoir accès à certains services financiers ou non financiers, très simplement. Ensuite, la gestion des ressources humaines et l'intégration d'une culture d'entreprise n'était pas suffisante. Naturellement, il fallait mettre en place un lien entre l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise et il s'agissait de la communication interne. Donc, on a établi des réunions intermédiaires spécifiques à chaque département et également des réunions communes où on avait de manière très précise les objectifs stratégiques de l'entreprise. Et donc en plus de ça, on a mis en place des outils de travail collaboratif, des outils d'archivage, des outils également de traduction de la stratégie en action opérationnelle, des échanges d'informations, etc. Donc même en termes d'organisation interne, on a pu intégrer un open space pour réduire au maximum le travail en silo de chaque collaborateur. Donc voilà un peu ce qu'on a pu faire en termes de communication interne. En termes de communication externe, donc dans notre stratégie de restructuration, ce n'était pas réellement une priorité, d'autant plus que l'entreprise faisait réellement du B2B, du B2G, et donc ce n'était pas un élément totalement déterminant, même si au cours de cette mission, nous avons pu aider l'hôpital Philippe Maguilène Senghor, qui était un voisin immédiat de notre entreprise, dont nous avions reçu l'administrateur à l'époque. Il nous avait parlé de ces difficultés, notamment en termes de sanitaire, où ils avaient une seule toilette pour les médecins et pour les visiteurs. Et donc, on a saisi l'opportunité pour pouvoir appliquer une nouvelle approche, en tout cas une idée que nous avions, de réutiliser dans notre stock les matériels qui étaient un peu en plus, qui n'étaient pas utilisés depuis quelques années, dans du recyclage.
Et donc, c'était une très belle opportunité que nous avait donnée Philippe Manguilène Senghor de leur construire de manière totalement gratuite en réutilisant nos matériaux qui étaient disponibles en stock, mettre en place des toilettes qui pouvaient les aider à séparer un peu les besoins des médecins et les besoins des accompagnants et des visiteurs. Partie de manière ordonnée. Donc, sur les aspects achat et supply chain, nous avons pu premièrement faire l'inventaire du stock. Donc, comme je le disais précédemment, nous avions des restes, des quantités qui étaient un peu plus élevées que ce dont les chantiers et les projets avaient besoin. Et donc, nous avions un stock en ville qui faisait, je pense, plus de 1000 m², où on avait énormément de choses et pour lesquelles ni la comptabilité ni l'administration n'avaient d'idée de son contenu. Et donc ça faisait que parfois on avait en stock des produits et des quantités suffisantes pour aller alimenter certains projets et les chefs de projet étaient obligés d'acheter, très simplement. Et donc c'était l'un de nos premiers chantiers également, de pouvoir faire l'inventaire du stock. Donc en conclusion de cet inventaire, on s'est rendu compte qu'il y avait une valeur de plus de 125 millions et qu'il y avait même la possibilité de nantir le stock auprès de notre partenaire bancaire, et ce qui a pu être fait a pu nous aider à financer ou à préfinancer certains projets. En parallèle, il ne s'agissait pas que de stock, il y avait aussi l'achat et la gestion des fournisseurs. Donc, on avait rencontré un énorme problème d'achat, parce qu'en réalité, comme je le disais tout à l'heure, le directeur, le fondateur était celui qui maîtrise le mieux, puisqu'il centralisait les décisions dans le passé. Donc, c'était celui qui maîtrise le mieux l'ensemble des projets. Et donc, jusqu'au clou qu'on devait mettre pour rassembler des meubles pour un chantier, il le maîtrisait. Et donc, à contrario, les acheteurs, vu qu'ils avaient été recrutés que récemment et que ce n'étaient pas forcément des spécialistes dans les activités, donc pour pouvoir coordonner avec les chefs de projet, c'était eux qui achetaient à travers des appels, à travers des documents de commandes, etc. Mais il y avait toujours des écarts entre ce qui était demandé et ce qu'ils fournissaient. Et donc, pour illustrer même la simplicité de la digitalisation, la solution qu'on a apportée a résolu complètement le problème. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé simplement un groupe WhatsApp. On a intégré le plus grand expert de la boîte dans le domaine des achats, le directeur, le fondateur, et on a intégré l'ensemble des équipes d'achat. Et le process, il était simple. Avant d'acheter, il faut prendre en photo et faire confirmer par le directeur. Et donc, vu que c'était quelqu'un qui voulait aider, qui était vraiment dans l'opérationnel, depuis lors, on n'a pas eu de problème d'achat et on n'avait plus de pertes. Et même le niveau de quantité en plus avait été réduit grâce à ce simple process. Donc, ça va me permettre de revenir sur le fait que la digitalisation doit simplement, c'est dans sa vision, en tout cas dans son essence, il doit simplifier des process, simplifier des activités, automatiser en réalité un travail. L'ensemble de ces changements, de cette transformation de l'activité ont provoqué des résultats assez probants en termes de gestion de projet. Et donc, on a démarré cette mission et cette transformation en janvier 2019. C'était une mission qui devait durer 12 mois, mais au bout de 6 mois, en juillet 2019, nous sommes passés de 59% de taux de complétion sur l'ensemble des projets qu'avait l'entreprise à 98%. Cela veut dire que la plupart des projets, si mon souvenir est bon, c'est 9 projets sur 11 avaient déjà été complétés. On avait pu récupérer, en tout cas, comment on appelle ça, on avait pu recouvrer l'ensemble de nos factures sur ces projets-là, et ça nous a permis derrière de pouvoir rembourser des dettes importantes. Je pense qu'on était à 75% au bout des 6 mois de taux de remboursement des dettes, notamment des dettes sur le compte courant associé qui était très important puisqu'il y a plusieurs années qui étaient cumulées à utiliser ce compte-là. Et donc également
L'entreprise a gagné l'un de ses plus gros marchés au terme de cette transformation, puisque nous avions gagné à l'époque la transformation du siège de Tigo, l'ancien opérateur télécom, à Free, puisque ça avait été racheté par Xavier Niel et compagnie. Donc voilà un peu en termes de résultats ce qu'on a pu apporter à cette transformation digitale. Donc ce que je vous recommande, c'est d'aller lire l'article complet. Il y a beaucoup plus de détails. Bon, naturellement, en parlant, on oublie certains éléments, ça peut être beaucoup plus simplifié, mais l'article recèle réellement l'ensemble des détails pour des entrepreneurs, pour des chefs de projet, pour des gens qui travaillent dans le digital. Donc, ils peuvent s'en inspirer, même dans la supply chain et l'achat des stocks. Donc, cette mission, nous avons pu la faire avec beaucoup de talent, des gens qui étaient extrêmement engagés, et c'est une mission dont on est très très fiers et pour lequel je pense que le cabinet aura beaucoup de satisfaction actuellement et dans l'avenir. Merci beaucoup, Monsieur Kandi, et à très vite.